Parfois, la mise au point des vaccins était d'une complexité extrême. Ça a été le cas, par exemple, pour le papillomavirus, pour lequel il y a une quantité de papillomavirus extrêmement importante. On a su assez tôt que le cancer du col de l'utérus, c'est une histoire extraordinaire. On a su assez tôt que le cancer du col de l'utérus était une maladie sexuellement transmise. On l'a su assez tôt. On l'a su assez tôt, pourquoi ? Parce que c'est les Italiens qui ont décrit ça. Là aussi, c'est de l'observation intelligente. C'est les Italiens qui ont décrit ça et qui ont dit, tiens, dans le même site en Italie, il y avait un couvent, il y avait la population environnante. Et dans le couvent, il n'y avait jamais de cancer du col de l'utérus. Dans la population environnante, les femmes avaient des cancers du col de l'utérus. Et donc, les gens, assez raisonnablement, parce qu'il n'y a que les gens un peu qui font des fantasmes, ils ont compris que les nonnes avaient moins de rapports sexuels que celles qui étaient dehors. À part dans les romans de Boccace, c'est comme ça que ça se passe en général. Et donc, ils en ont conclu que c'était les rapports sexuels qui faisaient qu'on avait un cancer du col de l'utérus. Très bien, à partir de ça, l'idée est venue de savoir qu'est-ce qui peut se transmettre. Et donc, quand on a regardé ce qui se passait, eh bien, on a trouvé qu'il y avait une quantité de papillomavirus qui était acquis par voie sexuelle. Quantité. Mais que tous les ça a été très très difficile, et donc ça a été vraiment un travail extrêmement long de montrer que tous ces papillomavirus n'étaient pas égaux, et qu'il y en avait certains qui donnaient des cancers du col de l'utérus, et d'autres qui n'en donnaient pas. Donc, le premier travail qui a vraiment été extrêmement important, qui a valu à son auteur le prix Nobel, c'est de repérer les virus qui étaient les plus en cause dans le vaccin, le cancer du col de l'utérus, et d'identifier que les 4 les plus communs, bien, si on faisait un vaccin contre ces 4 plus communs, bien, les femmes n'étaient plus infectées par ces virus, et donc ça les protégeait contre le cancer du col de l'utérus. Alors, au début, ces 4 virus, ça faisait partie du vaccin, et puis ensuite, on a vu que de manière moins fréquente, il y avait d'autres virus, et finalement, le vaccin comporte de plus en plus de virus sans qu'on sache réellement si ça va changer les choses. Mais toujours est-il qu'il existait du coup un vaccin contre la contamination par les virus qui donnent des cancers du col de l'utérus, qui est un cancer fréquent. Donc cette première partie est une première partie extrêmement claire de la maladie sexuellement transmise, parce que c'était une observation facile, neutre. Après, ça devait devenir très très compliqué de comprendre les maladies sexuellement transmises quand elles ne sont pas juste après le rapport sexuel, ou très peu de temps après. D'accord ? La syphilis, ça a été facile parce qu'on voyait des lésions génitales quelques semaines après un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ou quelqu'un de douteux, ou une prostituée. Donc ça s'est vu d'abord, parce que on a d'abord vu la syphilis chez les hommes, bien sûr. On voyait des lésions génitales après un rapport sexuel, et donc c'était facile de faire le rapport. Là, ça avait été vraiment clarifié par cette étude qui comparait comme contrôle le couvent et les femmes en dehors du couvent. Mais pour les autres manifestations liées à ce virus, on ne savait pas. Donc là, il y a une décision qui a été prise au départ, parce que les décisions, je reviendrai dessus, de vaccination sont toujours des décisions politiques. En plus, chez nous, c'est très complexe, parce que si vous décidez qu'un vaccin est recommandé, vous devez le rembourser, la sécurité sociale. Donc la décision de recommander un vaccin n'est pas neutre du tout, puisque si vous le recommandez officiellement, vous ne pouvez pas dire, puisque je le recommande, je dois le rembourser, puisque nous, on rembourse. Ce qui est très différent aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, si on recommande ça, c'est les gens qui se débrouillent pour le payer. D'accord ? Donc, du coup, la politique vaccinale de recommandation des États-Unis et celle de la France n'ont rien à voir. Enfin, elles ont une partie qui est commune, mais une partie qui est très distincte. Puisque, en France, on n'a pas reconnu que c'était utile. Puisque si on reconnaît que c'est utile, il faut le rembourser. Donc pour l'histoire d'HPV, c'est très très intéressant, parce que, on va découvrir que c'est ces virus-là qui donnent le cancer du col de l'utérus. Mais du coup, maintenant qu'on a identifié ces virus, on a des outils.
C'est-à-dire, on peut reconnaître ces outils en faisant la PCR, par exemple. On peut dire, tiens, voilà, c'est bien ça. Donc on va regarder, et donc on va... Quelqu'un qui, en se penchant sur ça, le fait que c'était une maladie qui était d'origine virale, le cancer du col de l'utérus, en regardant sur le plan anatomopathologique l'allure de ce cancer, il a dit, tiens, c'est intéressant, il y a une partie des cancers de la gorge qui ressemblent beaucoup à ça, qui sont pareils. Et donc, il se pose la question de dire, mais est-ce que c'est la même chose? Et donc, il teste pour savoir si ces cancers de la gorge qui ont cette nature-là sont associés aussi au papillomavirus, chez l'homme en particulier. Et regarde, la réponse est oui. Donc, le cancer de la gorge, pour des raisons que je ne veux pas détailler, bien que la période soit l'exhibitionnisme sexuel, on peut attraper, au cours d'un rapport sexuel, une pathologie dans la gorge. On le savait, il y avait des syphilis de la bouche et des syphilis de la gorge, on sait bien ça, c'est pas d'ailleurs une immense surprise. Et donc, ça veut dire qu'une partie des cancers de la gorge chez l'homme sont liés au rapport sexuel. Et donc, c'était un deuxième cancer qui a été découvert par cette nature-là. Et moi, je suis intervenu plusieurs fois, et c'est seulement cette année, je crois, qu'en France, donc c'est pour ça que j'ai une position qui m'amuse, parce que à propos du Covid, quand j'ai incité à la prudence, pourquoi on a fini par dire que j'étais anti-vax, alors que pendant des années, je disais qu'il fallait absolument, pour une maladie sexuellement transmise, il faut vacciner les hommes et il faut vacciner les femmes. Si on veut empêcher la transmission de la maladie, c'est comme ça qu'on fait. Et en particulier, en vaccinant les deux, on protège les deux. Donc c'était une vraie... Enfin, c'est étrange que pendant des années, jusqu'à cette année d'ailleurs, on ne vaccinait pas les garçons de manière systématique, on vaccinait que les femmes. Au début, Madame Roselyne Bachelot, qui est impayable d'ailleurs, comme fantaisie, comme ministère de la Santé, je reconnais que c'était extraordinaire, elle voulait vacciner que les vierges. Donc vous imaginez le pharmacien demandant, comme dans le film des Monty Python, c'est la vie de Brian, est-ce que vous êtes une vierge? Donc, la fille, si vous n'êtes pas une vierge, vous n'avez pas le droit à être vacciné. Ce qui est une vision médicale absolument extraordinaire, de dire, écoutez, la première rapport sexuel, la fille va attraper les virus qui donnent HPV. Donc ça a donné lieu à des fantasmes extraordinaires. Je reviendrai, c'est un instant clé, ça, la vaccination contre. Et puis, secondairement, toujours en regardant, finalement, le concept dit que ça donne des maladies sexuellement transmises, ce truc. Alors au début, on s'est focalisé sur la porte d'entrée qui était le cancer du col de l'utérus. Après, on dit, mais attends, il y a les cancers de la gorge. Puis après, on dit, mais attendez, les cancers de l'anus, c'est pas aussi ça? Et on commence à prélever, regardez, les cancers de l'anus, c'est ça aussi. Et c'est ça chez les hommes et chez les femmes. Il y a d'ailleurs, pour dire la vérité, il y a plus de cancers de l'anus par HPV chez les femmes que chez les hommes. Là, en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est des choses qu'on comprend. Donc ça devient une deuxième question, et parce que notre société, les décisions sont purement politiques, les hommes qui ont des cancers de l'anus sont des gens qui ont eu des rapports homosexuels. Je n'essaierai pas de définir ce que c'est un homosexuel, j'en sais rien, parce que je ne sais pas combien de fois il faut avoir et quelle l'importance de l'homosexuel. Il y a des gens qui sont toujours avec des hommes, des gens qui ont été quelquefois avec des hommes, des gens qui sont à moitié là, moi je ne sais rien, je ne sais pas le définir. Mais en tout cas, c'est les gens qui ont eu des rapports réceptifs homosexuels. Donc c'est une maladie sexuellement transmise. Et du coup, comme c'est une population qui est très attentive pour avoir subi une stigmatisation pendant des années, mettez les gens en prison jusqu'à un passé récent dans beaucoup de pays européens, les gens qui avaient des rapports homosexuels, eh bien, cette population a réagi en disant, mais attendez, vous ne pouvez pas ne pas protéger les gens du cancer de l'anus alors qu'il y a un vaccin qui existe. Donc on a dit, alors, c'était plus les vierges, les femmes jeunes, parce que les vierges, c'était un peu gênant de leur demander, ou de faire un examen, pour savoir si elles étaient vierges ou pas. Donc ça a été les femmes jeunes et les homosexuels. Mais là aussi, et donc ça devenait surréaliste. Est-ce qu'on allait demander aux gens, est-ce que vous êtes homo, pour savoir si le vaccin est remboursé ou pas remboursé? Donc c'est étrange quand même, hein, comme approche. C'est une approche qui... Donc c'est pour vous dire que c'est un des domaines où on voit bien que dans le vaccin, entre les intérêts financiers, les lobbies, l'incompréhension des gens qui prennent des décisions, c'est quelque chose qui n'a pas de sens.
D'accord ? Ça n'est pas scientifique. Quand on vous dit, vous savez, pour le vaccin, c'est de la science, ce que je peux vous dire, c'est que le plus bel exemple du fait que c'est absolument pas de la science, c'est le papillomavirus. Pas du tout. D'accord ? Voilà. Il y a des chances que l'on connaît scientifiquement. L'efficacité de ça, il faut toujours un peu de temps pour le voir. Mais en tout cas, ce qu'on savait jusqu'à un passé récent, jusqu'au Covid, c'est qu'avant de faire un vaccin généralisé, il faut le tester depuis quelques années. Ce n'était pas vrai du tout avec les vaccins initialement. Ils n'ont jamais été évalués sur leur sécurité, jamais. C'était une époque où on ne faisait pas ça. C'est bon, c'est bon. Pas plus qu'on faisait d'études randomisées. Quand il y a quelqu'un qui a une septicémie, on donne des antibiotiques, ça marche. On n'avait pas besoin d'avoir un groupe témoin pour savoir si les gens étaient guéris. Enfin, ça n'avait pas de sens, tout ça. Mais depuis, en particulier quand les risques sont relativement faibles, parce que la maladie est plus rare ou parce que la maladie donne rarement, eh bien entendu, le nombre de précautions qu'il est nécessaire de prendre n'est pas du tout le même. Donc, le vaccin contre le papillomavirus a été évalué et donc on sait qu'il protège chez les hommes et chez les femmes de cancer de l'anus, les cancers de la gorge, surtout chez les hommes. Parce qu'ensuite, quand on a découvert ça, que ça donnait qu'il y avait des cancers de la gorge qui avaient ça, il y a une étude qui a été faite, mais cette fois-là, une fois qu'on a su, donc c'était l'inverse du cancer du col de l'utérus, on savait que c'était une MST et on a trouvé la cause d'une maladie sexuellement transmise, et on a trouvé la cause. Est-ce que là maintenant on trouve la cause, et pour trouver si c'est une maladie sexuellement transmise, une fois qu'on a su la cause, on a posé la question aux gens de leur nombre de partenaires entre ceux qui avaient un cancer de la gorge avec le papillomavirus et ceux qui ne l'avaient pas. Et on a trouvé une différence qui était très significative. D'accord ? Et donc, comme il y a toujours une part d'exhibitionnisme ou de volonté de transmettre le bien, vous devez savoir que Michael Douglas a clamé haut et fort que s'il avait attrapé un cancer de la gorge, c'est parce qu'il avait pratiqué trop de cunnilingus. Donc, il y a des espèces de démonstrations comme ça. Je ne sais pas si c'est de la bienveillance ou de l'exhibitionnisme, mais enfin, toujours est-il que pour marquer que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait prévenir, donc il a fait sa déclaration de maladie personnelle liée à ses mœurs, ça le concerne. Je suis toujours surpris par l'impudeur. Bon, l'impudeur me gêne un peu. Comme elle est très à la mode, j'ose plus trop le dire, parce que tout le monde raconte des histoires terribles dans le détail qui me surprennent, des gens assez au plus haut niveau qui racontent leurs histoires. Je reconnais que ça me laisse un peu... Alors lui encore, il avait un mobile en disant, écoutez, c'est pour vous prévenir qu'on peut attraper ça. Il y a d'autres là, qui écrivent des romans pornographiques en étant qui ministre, qui secrétaire d'État, qui, ma foi, c'est une époque, si vous voulez, dans laquelle la pudeur n'est pas tellement à la mode. C'est comme ça. Donc, espèce d'exhibitionnisme étonnant, pour des gens de ma génération. Je ne suis pas de cette génération-là. Ça ne veut pas dire qu'on soit pudibond. Non, les choses, on peut bien les faire, c'est pas la peine de les décrire sur la voie publique. C'est une chose un peu étonnante. Toujours est-il que ce papillomavirus a créé de véritables problèmes sociaux et intellectuels. D'abord parce qu'il protège d'une infection asymptomatique au début. On ne se rend pas compte qu'on est infecté par ce virus. Et donc, on peut avoir des cancers des années après. Et donc, vous ne pouvez pas faire un lien. Il faut que vous croyiez, donc c'est basé sur la confiance, il faut que vous croyiez les gens qui vont vous vacciner quand ils vous disent, vous savez, ça va prévenir le fait que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez un cancer. Donc il faut que vraiment la crédibilité soit considérable. Donc vous ne pouvez pas jouer avec cette crédibilité. C'est très très dangereux. D'accord ? Et donc toutes les passages en force sur les vaccins sont dangereux parce qu'ils remettent en cause la crédibilité en se disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce que c'est de l'argent ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc c'est un véritable problème. Donc moi, j'ai dit, et puis j'ai redit quand on m'a posé la question, y compris dans cette période dans laquelle, du fait de
de positions qui étaient beaucoup trop définitives sur la vaccination, sur le Covid. On a créé une suspicion, et les gens sont prêts à remettre en cause et à réanalyser, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, la stratégie vaccinale de A à Z. On en reparlera. Mais pour le papillomavirus, c'est très très intéressant parce que aux États-Unis, ça commence souvent aux États-Unis. Souvent, les épidémies sociales commencent souvent aux États-Unis. Les manières de penser viennent souvent des États-Unis. Il y a plus de créativité dans ce domaine-là, en particulier parce qu'il y a des camps bien distincts entre la gauche et la droite, entre les républicains et les démocrates. Et donc, jusqu'au papillomavirus, et ça s'est transmis en France, la gauche et la gauche écologiste étaient plutôt réticentes avec les vaccins. Moi, qu'on a étiqueté un peu légèrement en anti-vax, j'ai investi politiquement en 93 pour 92 en pratique, dans un groupe qui avait été mené par les gaullistes, qui s'appelait les médecins de l'opposition, pour faire rembourser le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre Haemophilus influenzae, qui donne des méningites chez les enfants, qui ne l'était pas en France, alors qu'il l'était dans la plupart des pays d'Europe. Il ne pouvait pas donc être recommandé. Se recommander voulait dire remboursé. Et pour qu'il soit remboursé, il fallait faire à l'époque une évaluation coût-bénéfice, c'est-à-dire la sécurité sociale paye pour le soin, elle ne paye pas du tout, il fallait comprendre comment ça fonctionnait. Ça ne payait pas du tout pour la prévention. Par exemple, si vous allez en Afrique et que vous voulez prendre la prophylaxie du paludisme, théoriquement, la sécurité sociale ne va pas vous le payer. Parce que c'est de la prévention de quelque chose que vous faites vous-même volontairement, et donc, c'est pas pour ça qu'on paye la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est pour le soin. Mais si vous prouvez que la sécurité sociale va gagner de l'argent en payant le vaccin, alors, tout va bien. Au moins, c'est la procédure. Et donc, moi, j'ai écrit un dossier pour l'hépatite B et pour Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, c'était assez facile, parce que, malheureusement, les enfants qui faisaient les méningites avec cette bactérie, dans 10% des cas, devenaient sourds. Et encore, la surdité d'un enfant en termes de coût pour la sécurité sociale, c'est extraordinaire. Si vous payez pendant 70 ans tous les appareils auditifs, les soins de quelqu'un qui est devenu sourd, ça a un coût hallucinant. Donc même s'il y en a peu, en réalité, c'est vite rentable, au sens de la sécurité sociale. Hein. Et pour l'hépatite B, c'était assez simple, parce que beaucoup d'études avaient été faites, et puis il y a une fréquence de l'hépatite B qui était relativement importante. Donc à cette époque-là, une partie de la gauche était dans ce qu'on appelait le New Age. Là, c'était il faut éviter les interventions chimiques. Et donc, c'était plutôt la gauche qui était réticente avec les vaccins. Et en particulier en Californie, où il y a eu un rejet des vaccins assez important dans cette partie de la gauche New Age, dont une des conséquences a été qu'il y a eu une épidémie considérable de rougeole en Californie, parce qu'ils ont arrêté le vaccin. Et c'est la gauche qui faisait ça. Donc c'était les gens qui étaient New Age. Je me fiche de la gauche et de la droite. Moi, je ne saurais même pas dire si je suis de gauche ou de droite. Donc, puisque je ne suis pas dans un clan ou dans un truc, il y a des choses que je trouve mieux chez les uns, d'autres que je trouve mieux chez les autres, et puis c'est ma manière de penser. Je suis pas... Mais j'observe, en revanche, mon métier d'observer. Et donc, la gauche était plutôt réservée. On se rappelle qu'on avait Georgina Dufoy comme ministre de la Santé, qui était plutôt, elle, pour les médecines alternatives, les vaccins alternatifs. Vous vous rappelez, il y avait un vaccin même homéopathique qui s'appelle Coccinum, là, qui était censé prévenir contre la grippe, qui était un truc de la grippe du canard. On a fait un extrait de foie de canard infecté par la grippe du canard, qu'on diluait je ne sais combien, et on vendait ça pour la prévention de la grippe, l'Coccinum. Quand même, il y avait cet aspect double qui était les écologistes et la gauche étaient plutôt réticentes avec les vaccins, et la droite était non, c'est la loi, on le fait, tant que c'est comme ça. Et arrive HPV. Mais HPV, du coup, c'est un vaccin pour une maladie sexuellement transmise. Donc, c'est pour prévenir les cancers chez les gens qui ont des rapports sexuels éventuellement fréquents, éventuellement hors mariage, et donc moralement, c'est pas acceptable. Et donc il y a une immense campagne aux États-Unis sur HPV, c'est un truc de cochon,
en réalité, les filles, donc c'est le moment où commence aux États-Unis la grande campagne pour revenir sur le fait pour les jeunes femmes de rester vierges jusqu'au mariage. Donc il y a un vrai mouvement très important. Et donc on dit, mais non, les femmes ont qu'à rester vierges, et donc elles n'attraperont pas jusqu'au mariage, et donc elles n'attraperont pas de cancer du col de l'utérus. Et si elles diminuent leur nombre de partenaires, eh bien elles ont moins de chances d'avoir le cancer du col de l'utérus. Et donc ça devient un enjeu, entre guillemets, puritain, qui est de dire, écoutez, nous, on ne veut pas du tout favoriser les rapports sexuels multiples, donc on ne veut pas justifier la prévention de maladies qui sont acquises par des rapports sexuels multiples. Et donc, petit à petit, la perception des vaccins tourne, c'est-à-dire que, emporté par HPV, comme on verra ce qui se passera après le Covid-19, parce que c'est encore un phénomène social extrêmement important, et donc on voit tourner une partie des gens qui étaient pour le vaccin à tout prix, donc contre le vaccin, puisque maintenant ce qu'on essaie c'est de faire des vaccins pour favoriser la débauche, d'accord ? Et les autres qui disent au contraire c'est libéral, puisque maintenant on pourra avoir plus de rapports sexuels sans avoir le risque d'attraper les cancers, d'accord ? Et donc la perception vaccin pour, vaccin contre va changer. Moi j'ai vécu cet aspect-là, puisque quand Jean-François Mattei est devenu ministre de la Santé, il m'a demandé d'avoir une réflexion. Alors lui voulait que ce soit exclusivement sur le bioterrorisme, moi je voulais que ce soit sur les maladies infectieuses, et j'ai mené en parallèle cette réflexion sur l'hépatite B. L'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B, a donc été mis en place après que moi j'ai fait recommander la vaccination contre l'hépatite B sous Douste Blazy, et le nombre de vaccinations qui a été fait était hallucinant. Je crois qu'il y a une année où il y a eu plus de 50 millions de vaccins dans l'année. Et donc, si vous comptez le nombre d'événements qui sont susceptibles d'être observés dans le mois qui suit 50 millions d'événements, c'est hallucinant. Donc, il y a probablement eu des milliers d'accidents de voiture. Donc, ce qui a été identifié, c'est plutôt les choses que l'on soupçonnait déjà ou qu'on avait déjà vu chez les vaccins, donc manifestations neurologiques, la fatigue, etc. La sclérose en plaques, c'est la maladie neurologique inexpliquée. Donc la sclérose en plaques est une maladie neurologique inexpliquée et fréquente. Et donc si vous mettez une maladie fréquente avec une vaccination intensive de toute la population, la chance que vous ayez une coïncidence entre les deux est considérable. D'accord ? Et donc, bien sûr, il y a eu des coïncidences, et donc il y a des gens, des neurologues de qualité, qui ont dit, tiens, sclérose en plaques, ils interrogent toujours les gens, mais qu'est-ce que vous avez fait ? En plus, c'est des jeunes femmes en pleine santé, ils commencent leur premier accident, c'est un drame, hein, sclérose en plaques, on leur dit, vous allez avoir une maladie à vie, vous allez finir, vous serez handicapé, enfin c'est terrible. Et donc, qu'est-ce que vous avez eu de particulier ? Les gens se souviennent toujours, en particulier quand ils étaient vaccinés adultes, mais j'ai eu ça. Il y avait une autre chose qui a été beaucoup reprochée au vaccin, on a fini par démontrer qu'il n'y avait pas de lien, c'est les morts subites du nourrisson. Parce que quand vous regardez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il a eu comme agression ? Un bébé qui est mort comme ça. Et vous regardez les agressions qu'il a eues, les gens disent, mais il était vacciné. Donc pendant très longtemps, on a dit, écoutez, les morts subites du nourrisson, c'est le vaccin. Donc c'est compliqué d'analyser ça. Vous savez comment sont les politiques, et pour ça, Kouchner était très moderne. Il a des qualités par ailleurs, je ne vais pas dire du mal de Kouchner, il a joué un rôle dans la médecine humanitaire qui est considérable, qui est importante. Il a commencé à restructurer la santé en France, qui était pas du tout structurée, donc personne n'est parfait. Il a associé à ça une réactivité probablement due à son émotivité, qui moi, je suis pas comme ça, je suis pas émotif, je suis pas hyper réactif, mais qui est devenu à la mode. C'est devenu épidémique, ça, ils sont tous maintenant hyper réactifs. Et alors, tous les hommes politiques ressemblent maintenant à des journalistes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils réagissent dans l'heure pour dire quelque chose. Moi, je suis pas convaincu par la politique faite comme ça. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut regarder, il faut prendre des avis avant. Ça évite de réagir. Il y a beaucoup de réactions ou de décisions qui ont été prises de mon point de vue dans l'histoire du Covid du fait d'une hyper-réactivité qu'il faudrait contrôler. Il faut des gens plus calmes. La question, c'est pas de convaincre le journaliste qui est en face. Le principe, c'est quand on prend des décisions qui pèsent sur la nation, c'est de les réfléchir. C'est de prendre le temps de réfléchir. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, quand un neurologue très proche du pouvoir dit « Écoutez, moi j'ai vu maintenant des cas de sclérose en plaques après la vaccination contre l'hépatite B,
c'est repris par la presse. Kouchner arrête la vaccination. Des jeunes infirmières qui étaient obligées d'être vaccinées pour l'hépatite B. Il y avait une obligation vaccinale. Quand il y a une obligation vaccinale, ça veut dire que l'État s'engage à couvrir les frais liés à cette obligation s'il existe un doute. Théoriquement, c'est un doute raisonnable. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des infirmières qui disent, écoutez, moi, bien sûr, les infirmières, c'est la cible même, c'est les femmes jeunes, qui vont faire une première poussée de sclérose en plaques. On se dit, mais qu'est-ce que vous avez eu? J'ai eu le vaccin. Et donc cette histoire, ou bien alors, j'avais une sclérose en plaques, j'ai eu une poussée de sclérose en plaques, 1 mois ou 3 semaines ou 15 jours après le vaccin. Et donc c'est le vaccin. Les gens font une demande officielle d'indemnité et le directeur général de la santé décide, oui, il y a un doute, donc on prend en charge. Et donc, le mécanique est parti, donc quand il y a des affections neurologiques, d'abord des scléroses en plaques, éventuellement d'autres après, eh bien, s'il y a eu la vaccination, ça veut dire qu'on prend en charge toutes les conséquences de la sclérose en plaques, non pas comme une maladie ordinaire, mais comme une maladie qui donne droit à des dommagements, comme un accident du travail. D'accord ? Donc on considère que c'est un accident du travail et que c'est plus une maladie ordinaire. Et puis, une fois que ça passe, ça, eh bien, les jeunes femmes qui vont avoir une sclérose en plaques ou une poussée de sclérose en plaques après une vaccination, mais qui n'auront pas eu d'obligation vaccinale, font jouer auprès de la justice qu'il y a là une injustice de fait, du fait que celles qui étaient obligées sont indemnisées et prises en charge et pas les autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ?